Quand on parle des horreurs de la Première Guerre mondiale, on mentionne généralement les tranchées, l'artillerie et les mitrailleuses. Et tout cela était effectivement horrifiant. Mais il existait un autre genre d'horreur dans cette guerre dont on parle beaucoup moins, les raideurs de tranchées. Nous allons vous raconter tout ce qui concernait leur façon de combattre. Mais je dois vous prévenir que certaines de ces informations sont difficiles à avaler. Alors, si vous êtes toujours là, commençons par comprendre ce qui a conduit au combat au corps à corps dans ce que tout le monde croyait être une guerre moderne. Et nous avancerons à partir de là. Dans les années précédant 1914, les chefs militaires européens avaient une foi presque religieuse dans la puissance de l'action offensive. La France en particulier, encore vexée de son humiliante défaite face à la Prusse en 1871, développa la version la plus extrême de cette philosophie. Les généraux français prêchaient que la seule volonté de vaincre d'une armée pouvait surmonter n'importe quel désavantage sur le champ de bataille. Et ils le croyaient sincèrement comme clé de la victoire. Et si vous voulez mesurer à quel point ils prenaient cette idée au sérieux, sachez qu'une proposition de remplacer les fameux pantalons garance rouge vifs des soldats français par quelque chose de moins visible fut rejetée au motif que cela nuirait à cet esprit combatif. La baïonnette se trouvait au cœur même de toute cette philosophie. Avant 1914, les combinaisons fusil-baïonnette étaient spécifiquement conçues pour maximiser la portée, c'est-à-dire la capacité à transpercer un soldat ennemi avant qu'il ne puisse vous transpercer. Et cela avait engendré une sorte de course où les nations rivalisaient pour créer le fusil le plus long possible. Le fusil français Lebel modèle 1886 était doté d'une lame de baïonnette d'environ 51 cm avec une section en croix conçue pour traverser des vêtements épais. Combiné au fusil lui-même, on obtenait une arme d'environ 23 mètres de long. Les Allemands respectaient tellement son efficacité meurtrière qu'ils lui donnèrent un surnom, l'aiguille française. L'Allemagne riposta avec sa propre conception. La baïonnette du Gewehr 98 avait une lame d'un peu moins de 50 cm, créant une longueur combinée d'environ 75 mètres. Et cette longue baïonnette était spécifiquement conçue pour permettre aux fantassins de désarçonner les cavaliers, ce qui vous dit quelque chose sur la façon dont les planificateurs militaires pensaient encore en termes de guerre du siècle précédent. L'entraînement était basé sur des techniques d'estoc, de parade et de fente, avec des cibles désignées comme la gorge, la poitrine et l'aine. Les troupes françaises s'entraînaient dans des formations dites coude à coude, spécifiquement pour un effet de choc maximal lors des charges. À propos, il existait une baïonnette allemande qui allait devenir fort controversée au début de la guerre, la baïonnette Scie. Elle était distribuée aux unités du génie et des pionniers et elle comportait 29 doubles dents sur son dos pour des raisons purement pratiques telles que couper les broussailles, les barbelés et le bois pour les positions d'artillerie. Mais quand les Alliés les découvrirent sur le champ de bataille, ils transformèrent ce qui n'était qu'un outil en symbole de la barbarie germanique, affirmant que le tranchant intentionnellement dentelé causait des blessures bien pires que les baïonnettes ordinaires. La vérité, c'est que la scie était en réalité contre-productive au combat et risquait de se coincer dans les vêtements. Mais cela importait peu pour la propagande. Les soldats allemands devinrent tellement effrayés à l'idée d'être capturés avec ces baïonnettes que la plupart furent finalement rappelés et eurent leurs dents meulées avant d'être redistribués. Pour revenir à l'histoire, la vraie guerre commença, et ces généraux étaient impatients de prouver à quel point leur tactique était juste. Eh bien, vous savez déjà à quoi ressemblerait la guerre après les 2 premiers mois seulement ? La première de nombreuses catastrophes survint en août 1914, quand la France lança la grande offensive en Alsace-Lorraine occupée par l'Allemagne. Les soldats français avancèrent dans leurs pantalons rouges vifs et leurs vestes bleues, fanfares jouant et drapeaux au vent, les officiers menant en tête avec leurs sabres dégainés à la manière de leurs ancêtres napoléoniens. Et ils marchèrent directement dans la zone de destruction de la guerre industrielle moderne. Le 22 août devint le jour le plus meurtrier de l'histoire militaire française. En 24 heures seulement, 27 000 soldats français furent tués. C'était plus que lors de n'importe quel autre jour dans toute l'histoire des guerres de France. Beau résultat pour la tactique révolutionnaire et prétendument invincible. Les mitrailleuses et l'artillerie, conjuguées aux barbelés, fauchaient l'infanterie bien avant qu'elle puisse jamais approcher à portée de baïonnette. Les Allemands subirent alors leur propre catastrophe en essayant la même chose à grande échelle. Lors de la première bataille de la Marne, le prince héritier Wilhelm ordonna à 100 000 soldats allemands de fixer la baïonnette et de charger les lignes françaises dans l'obscurité. Les canons de 75 français ouvrirent le feu sur les rangs serrés de l'infanterie allemande. Les unités allemandes paniqueront dans les ténèbres, dans une confusion totale. 2 unités allemandes se tirèrent dessus à quasi bout portant et l'assaut subit environ 15 000 pertes. Ce n'étaient là que quelques exemples parmi les nombreuses batailles similaires du début de la guerre. Tous ces assauts manqués et ces charges brisées menèrent les 2 camps à tenter de déborder l'autre. Mais un nouveau facteur dans la guerre rendait cela pratiquement impossible.
Les premiers avions étaient désormais utilisés pour la reconnaissance aérienne, ce qui signifiait que chaque camp pouvait réellement voir d'où venait l'attaque et se préparer à y faire face. Avec la puissance de feu de la nouvelle artillerie et des mitrailleuses utilisées à une telle échelle pour la première fois, l'infanterie chargeant en terrain découvert était fauchée à répétition et les survivants n'avaient d'autre choix que de se terrer là où ils s'arrêtaient pour survivre. Chaque tentative de débordement fut contrée et bloquée, et à mesure que les combats remontaient vers le nord, les positions défensives temporaires devinrent permanentes. Lors d'une attaque après l'autre, dans ce qui devint connu sous le nom de course à la mer, aucun des deux camps ne pouvait déborder l'autre. Et bientôt, les deux camps s'enlisèrent dans la guerre de tranchées qui allait définir le reste de la guerre. Des lignes opposées de tranchées serpentaient maintenant de la côte belge jusqu'à la frontière suisse, créant 700 km ininterrompus de fortifications. Une révolution dans la puissance de feu n'avait pas été accompagnée de progrès similaires dans les tactiques, et cela créa une forme de guerre épuisante où le défenseur disposait de tous les avantages. Il n'y avait plus de flanc à contourner. Chaque attaque devait maintenant être frontale, directement contre des positions défensives préparées. Plus de 4 millions d'hommes avaient été tués ou blessés en seulement 5 mois. Alors, que se passe-t-il quand tout ce qu'on pensait savoir se révèle soudainement d'une fausseté catastrophique et fait tuer des soldats par milliers ? La réponse allait finalement se trouver non pas dans des armes et des tactiques plus avancées, mais dans un retour aux temps médiévaux, aux épées et aux armures. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la question évidente pour les commandants était de savoir comment percer ces lignes de tranchées. Et la réponse, du moins selon la pensée militaire de l'époque, c'était l'artillerie. On bombarderait les tranchées ennemies pendant des jours, parfois même une semaine entière, pulvérisant tout ce qui se trouvait devant vous. L'artillerie détruirait les barbelés, effondrerait les tranchées, tuerait ou démoraliserait les défenseurs et neutraliserait leurs mitrailleuses. Ensuite, votre infanterie n'aurait qu'à traverser le no man's land en marchant et à occuper ce qui resterait des positions ennemies. C'était la théorie en tout cas. Mais ça ne s'est absolument pas passé comme ça. L'exemple le plus notoire fut la Somme, où les Britanniques tirèrent plus d'1,5 million d'obus lors d'un bombardement de 7 jours. Les commandants étaient si confiants qu'ils ordonnèrent aux soldats non pas de courir, mais de marcher, juste pour maintenir la discipline, parce que les Allemands seraient certainement tous morts après un tel bombardement de toute façon. Cet optimisme se révéla d'une erreur catastrophique. Et la Somme est passée à l'histoire, comme vous le savez, comme le jour le plus meurtrier de l'histoire militaire britannique. Les Allemands avaient construit de profonds abris, certains à plus de 12 mètres sous terre, renforcés de béton. Les soldats à l'intérieur pouvaient simplement attendre la fin du bombardement le plus intense dans une relative sécurité, puis remonter à leur position de tir et faucher les soldats qui avançaient au pas en terrain découvert. Et pour une raison inexplicable, les commandants eurent tant de mal à comprendre cela qu'ils envoyèrent vague après vague de soldats passer à l'attaque et mourir sans aucun vrai succès. Même s'ils parvenaient à s'emparer d'une portion de tranchées ennemies, il y en avait toujours 2 ou 3 autres lignes derrière. Et la force attaquante était si brutalement malmenée en prenant la première ligne qu'elle la perdait inévitablement lors de la contre-attaque ennemie. Tout revenait exactement au point de départ après un jour ou deux, sans rien d'accompli si ce n'est des milliers d'hommes morts. Avec ces assauts frontaux massifs s'avérant d'une inutilité si catastrophique, une autre approche commença à émerger. Les raids à petite échelle, les attaques nocturnes en coup de main, non pas conçues pour percer la ligne et tenir un territoire, mais simplement pour se glisser à l'intérieur, accomplir des objectifs précis et ressortir avant que l'ennemi ne puisse réagir en force. Il y eut quelques premières expériences presque dès la formation des tranchées. Mais la tactique prit vraiment sa forme avec les Canadiens. Et vous allez comprendre pourquoi le combat au corps à corps dans la Première Guerre mondiale était bien différent et nettement plus atroce que ce pourquoi les soldats s'étaient entraînés. Avant d'expliquer la tactique des raideurs de tranchées, observons d'abord les conditions dans lesquelles ils allaient combattre et comment leur armement remonta de plusieurs siècles en arrière dans l'histoire. Les tranchées de première ligne mesuraient généralement environ 10 mètres de profondeur et 80 mètres de large, avec 60 à 90 cm de sac de sable par-dessus. Les tranchées allemandes étaient souvent plus profondes, atteignant 3 à 3, 60 mètres, avec des étaiements en bois ou en béton. Et toutes les tranchées étaient intentionnellement construites en zigzag ou en dents de scie. Car si une tranchée avait été rectiligne, un seul obus explosant à l'intérieur aurait pu faire des ravages sur toute sa longueur et tuer tout le monde. Le tracé en zigzag faisait qu'une explosion se limitait à ce seul compartiment et à quelques malchanceux. Mais avec tous ces méandres, les soldats ne pouvaient généralement voir qu'une dizaine de mètres devant eux à tout moment. Dans ces couloirs étroits et sinueux, les fusils d'infanterie que les armées avaient passé des décennies à allonger en y ajoutant ce qui ressemblait plus à des épées qu'à des baïonnettes devinrent soudainement le principal problème. Des fusils à verrou conçus pour tirer sur des ennemis à 270 mètres de distance
étaient pratiquement inutiles quand le combat se déroulait à portée de bras. Un autre problème, les baïonnettes se coinçaient souvent dans les corps. Un soldat australien décrivit un camarade qui avait planté sa baïonnette à travers un Allemand, puis dans une poutre en bois dure derrière lui, et qui ne pouvait tout simplement plus la dégager. La baïonnette dut être détachée du fusil, laissant le soldat allemand ainsi embroché où il mourut. Il y eut même des cas où 2 soldats furent retrouvés morts, s'étant transpercés mutuellement de leurs baïonnettes au même instant. À travers ces situations horribles, les soldats des 2 côtés comprirent rapidement qu'un long fusil avec baïonnette n'était tout simplement pas l'outil adapté au combat rapproché. Alors ils se tournèrent vers les massues, les couteaux et les pelles aiguisées, des armes qui n'auraient pas dépaysé leurs ancêtres médiévaux. Les massues de tranchée devinrent l'arme de choix pour les raids nocturnes. Elles avaient des conceptions créatives, comme l'utilisation de douilles métalliques vides de grenades Mills fixées à des manches en bois. D'autres prenaient les manches de leurs pelles de campagne, y ajoutaient des contrepoids, puis plantaient des clous tout autour de la tête. Certaines ressemblaient à des fléaux d'armes du Moyen-Âge avec leurs pointes en fer. Il y avait même des massues à ressorts hélicoïdaux flexibles pour une puissance de frappe supplémentaire. Pas très moderne comme façon de combattre. Les couteaux de tranchée vinrent ensuite en toutes sortes de variantes, mais le plus célèbre fut sans conteste l'américain Mark Increz, avec ses coups de poing américains en laiton et ses pointes pour empêcher l'ennemi d'agripper votre main armée. Le bas de la poignée se prolongeait dans ce qu'ils appelaient un écraseur de crâne. Vous imaginez l'utilisation. Ces couteaux étaient distribués entièrement noircis pour éviter tout reflet dans le clair de lune qui aurait pu trahir la position d'un raidé. Mais parmi toutes ces armes improvisées, la pelle s'avéra être la plus efficace de toutes. Elle était bien meilleure pour frapper grâce à son poids. Et les soldats aiguisaient ses bords pour créer un effet dévastateur sur le corps humain, quel que soit l'endroit où vous touchiez. Et contrairement à la baïonnette, elle ne se coinçait pas. Ce retour au Moyen-Âge allait au-delà des seules armes. Il s'étendit aussi aux armures. Les Allemands furent les premiers à distribuer des gilets de protection. Cependant, la cuirasse en acier pesait plus de 9 kg. Elle n'était donc pratique que pour les sentinelles et les mitrailleurs en position stationnaire, pas pour des troupes qui devaient courir et combattre avec. Les Américains expérimentèrent assez longuement avec le bouclier corporel Brewster, un engin de 18 kg en acier au chrome-nickel qui pouvait effectivement arrêter une balle de fusil, mais il était tout sauf pratique et ne fut jamais utilisé sur le champ de bataille. Maintenant que vous comprenez pourquoi ces armes médiévales revinrent au premier plan, entrons dans le vif des raids et de leur déroulement en pratique. Une poignée d'hommes rampant dans l'obscurité pouvait passer outre les mitrailleuses qui auraient fauché un assaut de masse. Ils n'avaient pas besoin de couper les barbelés sur tout un front. Juste trouver ou se frayer un seul passage à travers. Ils n'avaient pas besoin de prendre d'assaut tout un réseau de tranchées, juste s'introduire dans une section précise, accomplir leur mission et ressortir. Et parce qu'ils opéraient de nuit sans ces bombardements d'artillerie massifs qui annonçaient leur arrivée, ils pouvaient réellement obtenir l'effet de surprise d'une façon que les grandes attaques n'avaient jamais pu. Mais seulement si tout se passait selon le plan, ce qui était rare. Toutes les armées développèrent finalement les raids de tranchées. Mais les Canadiens en firent un véritable art et devinrent les experts des incursions nocturnes violentes en territoire ennemi. Le premier grand raid de tranchées organisé de la guerre eut lieu le 28 février 1915, quand 100 hommes du Princess Patricia's Canadian Light Infantry attaquèrent des positions allemandes près de Petite Douve. Ils détruisirent 27 mètres de tranchées allemandes. Le raid coûta 5 tués, 7 blessés et 2 disparus. Les Canadiens menèrent un autre grand raid sur la ferme Petite Douve quand 170 volontaires se préparèrent pendant 10 jours avec des patrouilles de reconnaissance, de l'entraînement et des répétitions. L'artillerie bombarda les barbelés ennemis au préalable pendant que les raiders se dépouillaient de tout ce qui aurait pu les identifier en cas de capture. À 2h30 du matin, le 17 novembre, ils attaquèrent. Ils obtinrent la surprise totale parce que les sentinelles allemandes s'étaient abritées de la pluie. En seulement 20 minutes, ils tuèrent environ 30 Allemands et capturèrent 12 prisonniers avec de précieux renseignements, dont des nouveaux masques à gaz en caoutchouc. Les pertes se limitèrent à un seul homme tué par un tir ami accidentel et un légèrement blessé. Les objectifs de ces raids n'avaient en réalité pas grand-chose à voir avec la prise de terrain. La mission la plus courante était le recueil de renseignements, la capture de prisonniers qui pouvaient être interrogés pour savoir quelles unités vous faisaient face et si des renforts étaient acheminés. Les raiders cherchaient aussi à détruire des équipements précieux comme les mitrailleuses, à démolir les abris et tout simplement à tuer le plus grand nombre de soldats ennemis possible pour réduire leurs effectifs. Au-delà de la valeur pratique, il y avait aussi une raison psychologique. Le commandement croyait que des raids incessants maintenaient les troupes dans un état d'agressivité et de vigilance, préservant ce qu'ils appelaient l'esprit offensif. Et il y avait un autre objectif plus sombre et plus cynique. Dans de nombreux secteurs,
Les soldats des deux côtés avaient développé ce qu'on appellera le système du vivre et laisser vivre. En gros, des trêves informelles où les deux camps convenaient tacitement de ne pas tirer pour tuer. Il y avait des accords pour ne pas pilonner les latrines ou attaquer pendant le petit déjeuner. Cependant, les officiers utilisaient délibérément les raids de tranchées pour briser ces arrangements et forcer leurs hommes à reprendre le combat actif. Avant de passer à l'attaque, les raiders se noircissaient le visage au liège brûlé ou à la graisse brune. Ils portaient d'épais gants en caoutchouc pour manipuler les barbelés en silence et se protéger les mains. Tout équipement susceptible de cliqueter ou tout objet brillant était retiré. Les raiders emportaient ces armes que nous avons évoquées, optimisées pour le meurtre silencieux au contact. Puis, quand le silence n'avait plus d'importance, ils utilisaient grenades et pistolets. Les opérations étaient minutées à 20 minutes maximum pour pouvoir, espérait-on, se faufiler de retour avant que les renforts ennemis n'arrivent. Mener concrètement un raid de tranchées était une affaire extrêmement dangereuse et complexe. Et les raiders faisaient face à toute une série d'obstacles susceptibles de les tuer à n'importe quelle étape. Le premier défi était simplement de traverser le No Man's Land, qui s'étendait généralement sur plusieurs centaines de mètres, bien que par endroits il puisse être aussi étroit que 10 mètres. Le terrain lui-même était un cauchemar de boue et d'entonnoirs d'obus, jonché de débris, de cadavres en décomposition et d'enchevêtrements de barbelés. Les raiders avançaient à plat ventre, rampant mètre par mètre dans l'obscurité. La clé, comme l'expliqua un soldat, c'était la patience. Si on avançait assez lentement en restant à plat ventre, on ne s'entendait pas et on ne se voyait pas. Les barbelés constituaient un obstacle majeur. Ils faisaient parfois 10 mètres de large et 1,50 m à 2 mètres de haut, avec de multiples rangées de piquets en fer et fils barbelés entrelacés sur fils barbelés. Certains avaient des boîtes de conserve vides accrochées qui cliquetaient et donnaient l'alarme si quelqu'un les touchait. Des équipes coupe-fils partaient parfois les nuits précédant le raid pour ouvrir des passages afin que la troupe de raid passe moins de temps à découvert. À tout moment pendant la traversée, les raiders faisaient face à la terrifiante possibilité d'être illuminés. Les deux camps utilisaient des fusées éclairantes, des obus qui explosaient à une certaine hauteur et libéraient un éclair au magnésium suspendu à un petit parachute. Quand l'un d'eux s'allumait, il brillait pendant 1 minute ou plus, illuminant le No Man's Land comme en plein jour. Les Allemands utilisaient également des fusées à pistolet qui donnaient de la lumière pendant 10 à 15 secondes. À l'instant où les raiders voyaient une fusée partir, ils s'immobilisaient, n'osant plus bouger jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Tout mouvement saisi dans la lueur déclenchait immédiatement le feu des mitrailleuses. Un vétéran expliqua qu'il fallait garder la tête baissée et les yeux fermés, car si on regardait la lumière, nos yeux la réfléchissaient et les sentinelles ennemies qui scrutaient l'obscurité pouvaient vous repérer plus facilement. Venait ensuite la question des sentinelles. Les deux camps maintenaient des postes d'écoute en No Man's Land devant la ligne principale de tranchées, spécialement pour détecter les patrouilles ennemies. S'ils repéraient quoi que ce soit de suspect, ils donnaient aussitôt l'alarme et tout le front commençait à tirer dans le No Man's Land. Les raiders devaient donc localiser ces postes d'écoute et soit les contourner, soit les neutraliser. La pratique standard consistait à ramper silencieusement sur les sentinelles et à les tuer aussi discrètement que possible dans le silence de la nuit. Les patrouilles ennemies constituaient un autre danger. Les deux camps envoyaient des hommes dans le No Man's Land la nuit, si bien qu'il y avait toujours un risque qu'un groupe de raids tombe sur une patrouille ennemie faisant de même. Ces rencontres pouvaient dégénérer en combats acharnés au corps à corps dans les trous d'obus et entonnoirs du No Man's Land. Les raiders et les patrouilleurs apprirent également que quand l'ennemi ne tirait pas et n'envoyait pas de fusées éclairantes, cela signifiait qu'il avait lui aussi une patrouille quelque part à proximité. Quand deux patrouilles de camps opposés se rencontraient par accident dans le No Man's Land, elles laissaient parfois l'autre passer sans se battre, parce que les deux savaient que si quelqu'un commençait à tirer, tout le secteur du front s'embrasait et personne ne rentrerait dans ces lignes. Parfois, elles se laissaient donc mutuellement poursuivre leur chemin. Une fois que les raiders atteignaient enfin la tranchée ennemie et y basculaient à l'intérieur, le combat brutal à bout portant commençait immédiatement. Chaque seconde passée dans la tranchée ennemie était une seconde supplémentaire pour les soldats des sections voisines de saisir leurs armes et accourir. Il fallait donc que ça compte. Ils utilisaient le chaos et la confusion, tuaient le plus de soldats possible, jetaient des grenades dans les abris, détruisaient les équipements et si possible capturaient des prisonniers. Puis le chemin du retour était généralement la partie la plus dangereuse de toutes. Les raiders se déplaçaient maintenant rapidement, traînant peu, être des prisonniers récalcitrants ou des camarades blessés à travers le No Man's Land vers leur ligne. Les mitrailleuses et l'artillerie pouvaient balayer le No Man's Land à tout moment. Dans tout ce chaos et cette obscurité, de nombreux raiders se désorientèrent, perdirent le sens de la direction et sautèrent dans une tranchée avec un sentiment de soulagement pour réaliser qu'ils venaient de commettre une terrible erreur. Ils étaient revenus dans la tranchée ennemie où les soldats à l'intérieur n'étaient pas vraiment ravis de les voir. Le tir ami était une autre préoccupation au retour.
Même si rien d'autre ne vous avait tué par miracle, les sentinelles de votre propre tranchée savaient qu'un groupe de raids était sorti. Mais dans la confusion de l'obscurité et des tirs entrants, il était facile pour un homme compréhensiblement nerveux de tirer sur des silhouettes enjambant le parapet. Des codes de reconnaissance avaient été mis en place pour que les raiders de retour puissent s'identifier quand on les interpellait, espérons-le. Mais il arrivait que la sentinelle soit relevée et que le remplaçant n'ait pas été informé du groupe de raids susceptible de rentrer quelques heures plus tard. Et tout cet effort, tous ces risques, servaient des objectifs qui semblaient souvent dérisoires aux hommes qui mouraient pour les accomplir. Les officiers 30 km derrière les lignes voulaient savoir ce qui se passait de l'autre côté. Alors ils ordonnaient simplement à quelqu'un d'aller voir. De nombreuses opérations de raids de tranchées ne furent jamais mentionnées en dehors du commandement parce que les hommes partirent simplement et qu'aucun d'eux ne revint jamais. Et même si le raid réussissait sans trop de pertes, il n'entraînerait très probablement que des représailles la nuit suivante. Les armées développèrent progressivement des armes spécialement conçues pour le combat de tranchées. Le pistolet, qui n'avait été auparavant qu'une arme secondaire ou que portaient les officiers, devint indispensable pour les groupes de raid. Le revolver Webley britannique fonctionnait bien dans la boue, mais ne contenait que 6 coups. Le Colt 1911 était très prisé des Américains, tandis que les Allemands avaient leur Luger. Le MP-18 fut la véritable percée pour le combat de tranchées. Chambré en 9 mm, tirant à environ 400 coups par minute depuis un chargeur tambour de 32 coups, il offrait aux troupes d'assaut allemandes une puissance de feu dévastatrice dans les espaces confinés des tranchées. Environ 3000 exemplaires seulement virent le combat en première ligne. Mais le MP-18 prouva que le concept fonctionnait et établit le schéma de la plupart des pistolets mitrailleurs qui suivirent. La contribution américaine aux armes de tranchée fut l'infâme fusil à pompe Winchester modèle 1897. La particularité la plus fascinante de ce fusil est ce qu'on appelait le tir en percussion. Contrairement aux fusils à pompe modernes, le 1897 ne disposait pas de déconnecteur de détente, ce qui signifiait qu'il tirait à chaque fois que la pompe revenait en batterie tant que la détente était maintenue appuyée. Un soldat entraîné pouvait vider les 6 cartouches en environ 2 secondes, rendant impossible de ne pas toucher un grand nombre de soldats ennemis. Il fonctionnait si bien que le gouvernement allemand protesta officiellement contre l'utilisation des fusils de chasse, menaçant d'exécuter les soldats capturés avec ces armes ou même avec des cartouches de chevrotine, arguant qu'elles causaient des souffrances inutiles. Les Allemands furent alors renvoyés à leurs lance-flammes et gaz toxiques comme exemple d'armes causant réellement des souffrances inutiles et avertis que si jamais ils exécutaient des soldats capturés avec des fusils de chasse, la réponse serait bien plus grave. Le combat au corps à corps dans les tranchées contraignit également les armées à développer un véritable entraînement au combat rapproché et des programmes de jiu-jitsu, de boxe et de lutte furent mis en place de tous les côtés. À mesure que la guerre s'éternisait, les deux camps commencèrent à réaliser que les raids à petite échelle, bien qu'utiles, ne gagneraient jamais la guerre à eux seuls. Ce qu'il fallait, c'était un moyen d'appliquer ces mêmes principes de vitesse, de surprise et de violence rapprochés à une bien plus grande échelle. Et c'est exactement ce que les Allemands se mirent à créer. Ils créèrent la première unité officielle de troupes d'assaut, avec une idée qui allait transformer la guerre de tranchées et montrer le premier moyen fiable de briser l'impasse. Au lieu d'attaquer sur toute la largeur du front comme chaque offensive ratée avant eux, les troupes d'assaut n'attaqueraient que les points clés. Elles contourneraient complètement les points forts, laissant aux vagues de suivi le soin de les réduire, et s'infiltreraient dans les arrières ennemies pour prendre d'assaut les batteries d'artillerie et les postes de commandement. L'idée était de couper les troupes de première ligne de leurs quartiers généraux et de leurs dépôts de ravitaillement, et tout le système s'effondrerait de l'intérieur. C'était une approche radicalement différente des raiders de tranchées dont nous avons parlé plus tôt. Les raiders se glissaient à l'intérieur, recueillaient des renseignements et ressortaient. Les troupes d'assaut avaient un objectif différent. Elles créeraient des brèches que l'infanterie régulière pourrait ensuite exploiter et élargir. Cela exigeait un changement complet dans la façon dont les commandants pensaient la bataille. Les officiers subalternes étaient encouragés à prendre des initiatives selon leur propre jugement plutôt qu'à attendre des ordres d'en haut parce que l'indépendance, la réactivité et le sens de la ressource étaient nécessaires en temps réel pour réussir. Les troupes d'assaut étaient des soldats d'élite recrutés parmi des volontaires, principalement des hommes de moins de 25 ans aux aptitudes physiques remarquables. Ils portaient des musettes pleines de grenades, et quand le pistolet mitrailleur MP-18 devint disponible, les troupes d'assaut en eurent la priorité. Ils utilisaient également des Luger avec un chargeur tambour de 32 coups et une crosse détachable. Ils disposaient même de lance-flammes et d'une version allégée de la mitrailleuse M8 qui pouvait être avancée lors d'une attaque, sans oublier bien sûr les massues de tranchée, couteaux, masses d'armes et autres outils pour le corps à corps inévitable.
Finalement, l'Italie développa ses propres forces d'assaut d'élite à peu près à la même époque, les Arditi, ce qui signifie les audacieux. Mais contrairement aux Allemands qui répandirent les tactiques d'assaut dans toute leur armée, les Italiens gardèrent leurs unités d'élite séparées. Certaines unités d'Arditi devinrent fameuses pour leur choix de ne combattre qu'avec des grenades et leurs célèbres poignards. Elles obtinrent de vrais succès et terrorisèrent les troupes ennemies qui leur faisaient face, mais à un coût énorme. Leur taux de perte était extrêmement élevé, comme on pouvait s'y attendre, et de nombreux raids se terminaient simplement par l'absence de retour de quiconque. C'étaient strictement des volontaires sélectionnés parmi les soldats les plus courageux et les plus aptes disponibles. Mais ce furent les troupes d'assaut allemandes qui prouvèrent à quel point ces nouvelles tactiques pouvaient être dévastatrices à grande échelle. Lors de la bataille de Caporetto en octobre 1917, des unités de troupes d'assaut allemandes menèrent une attaque qui captura 265 000 prisonniers italiens et avança de plus de 100 km en direction de Venise. Erwin Rommel, qui allait devenir l'un des plus célèbres généraux allemands de la guerre suivante, était à l'époque un commandant de 26 ans des troupes d'assaut. Avec seulement 150 hommes, il captura 1500 prisonniers italiens en une seule action, en trouvant des voies cachées à travers les positions italiennes et en attaquant par derrière quand personne ne s'y attendait. Caporetto montra ce dont les troupes d'assaut étaient capables. Mais la vraie cible de l'Allemagne avait toujours été le front occidental, et bientôt elle aurait sa chance. Quand l'Allemagne mit fin à la guerre avec la Russie en mars 1918, près de 50 divisions furent transférées à l'ouest. Pour la première fois depuis 1914, l'Allemagne était réellement plus nombreuse que les Alliés sur le front occidental. C'était leur chance de gagner la guerre avant que les troupes américaines n'arrivent en nombre écrasant. L'offensive de printemps débuta avec plus d'1 million d'obus tirés en seulement 5 heures. Le plus grand barrage d'artillerie de toute la guerre. Le brouillard du matin du 21 mars permit aux troupes d'assaut de s'infiltrer profondément dans les positions britanniques sans être vues. Elles réalisèrent les avancées les plus profondes sur le front occidental depuis 1914, progressant de 65 km en 2 semaines. Pour la première fois depuis des années, la guerre redevint mobile. Et il semblait même que l'Allemagne pourrait réellement avoir une chance de gagner la guerre. Mais le problème était que les Allemands n'avaient pas anticipé un tel succès et n'étaient pas suffisamment préparés pour en tirer profit. Les troupes d'assaut progressèrent rapidement, plus vite que leur propre artillerie ne pouvait les suivre, et les lignes de ravitaillement s'effondrèrent dans les terres dévastées que l'artillerie avait créées. Les meilleurs hommes avaient été retirés des unités régulières et concentrés dans les unités d'assaut. Et ces soldats d'élite subirent des pertes disproportionnellement lourdes qui ne pouvaient tout simplement pas être remplacées. L'offensive finit par s'enliser, et cet échec contribua à la défaite finale de l'Allemagne dans la guerre. Ce qui suivit fut une contre-offensive alliée avec plus de 400 chars et la plus grande attaque interarmes jusqu'alors. À l'automne, plus de 100 000 prisonniers allemands avaient été capturés et l'armistice intervint le 11 novembre 1918. L'Europe de 1914 était considérée comme le sommet de la civilisation moderne, la société la plus technologiquement avancée que le monde n'ait jamais vue. Et pourtant, cette guerre moderne spirala vers la forme de combat la plus primitive et la plus sauvage que l'homme ait connue. Malgré l'artillerie, les mitrailleuses, les avions, les sous-marins, les cuirassés et les chars, tout se termina finalement avec des massues et des pelles aiguisées.